pense que l'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Je me présente, je suis Jean-Marc Provence, je suis le fondateur du cabinet Digixit. En quelques mots, le cabinet Digixit est une réponse au désarroi des dirigeants face à la diversité des disciplines qui sont nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre d'une transformation digitale. Vous rencontrez un premier interlocuteur qui vous fait part des avantages du big data et vous explique qu'une exploitation pertinente des données de votre CRM vont vous permettre d'anticiper sur les attentes de vos clients et d'augmenter aussi significativement votre chiffre d'affaires. Bon. Puis ensuite, vous rencontrez un expert du design thinking qui va vous vanter les avantages de l'intelligence collaborative dans le processus de transformation. Un dernier va vous convaincre de la nécessité d'entamer une démarche de social selling. Alors, que prioriser? Comment évaluer le retour sur investissement? Comment piloter la diversité des disciplines à mettre en œuvre? Bon, tout le monde est convaincu qu'il faut y aller, mais par quel bout commencer, c'est pas si simple. Digixit a ainsi un parti pris. Nous considérons que la complexité des enjeux de la transformation digitale et leurs interconnexions oblige à la pluridisciplinarité des expertises. C'est pour cela qu'il nous est apparu important de faire connaître ces disciplines complémentaires pour aider nos interlocuteurs à mieux appréhender leurs enjeux. Le design thinking, qui fait l'objet de ce webinaire, fait partie des 6 disciplines que nous jugeons essentielles pour mener à bien une transformation digitale. Annabelle, qui est à mes côtés, va vous en présenter les principes. À toi, Annabelle. Et derrière, la sélection parmi toutes ces idées-là des différentes composantes et ou d'une des solutions que l'on va pouvoir prototyper. Alors ça passe par le MVP, ça passe par le POC, avant de pouvoir aller tester cette solution auprès des usagers. Et ensuite, on rentre dans une phase d'itération suivant les feedbacks des usagers, des testeurs. Donc, est-ce qu'on peut améliorer des choses? Est-ce que le projet est suffisamment abouti pour pouvoir être mis sur le marché, etc., etc. Si on rentre en plus dans le détail, vous avez peut-être déjà entendu parler du design thinking. Il est parfois découpé en 3 phases, en 5 phases, en 7 phases. Nous, on a choisi 6. La première partie, c'est la compréhension. Donc, c'est là qu'on crée un langage commun au sein de l'équipe de projet. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Parce que nous travaillons en équipe pluridisciplinaire et un même mot n'appelle pas les mêmes concepts afférents si on est designer, ingénieur, marketeur, chef de projet, etc., etc. Donc, déjà, définir ce langage commun et ensuite comprendre un peu quels sont les objectifs, quel est le contexte, quelles sont les parties prenantes qui sont impliquées dans la problématique sur laquelle on se penche, ainsi que bien sûr les usagers. Pour pouvoir aller sur le terrain, aller rencontrer les usagers, soit les observer, soit les interviewer, soit être en immersion, il y a plusieurs méthodes, mais l'idée c'est vraiment de développer l'empathie que l'on a pour eux, et c'est pas forcément c'est le métier des sociologues, mais il n'y a pas besoin d'être sociologue pour aller sur le terrain. Justement, plus l'équipe sera au contact des usagers, plus elle va pouvoir, elle sera bienveillante pour eux et les solutions seront souvent meilleures. À partir de là, on va définir le parti pris de l'équipe, le point de vue de l'équipe. Quels éléments est-ce qu'on va surligner dans notre approche du sujet? Qu'est-ce qu'on va faciliter pour l'usager? Qu'est-ce qu'on va réinventer? Comment est-ce que on va aborder cette problématique? Et donc, maintenant, on passe à la partie de solution. Donc, on va être dans de l'idéation, du brainstorm sur des temps courts. C'est du brainstorm sur des temps plus longs. C'est pas forcément aussi cadré que les méthodes de brainstorm que l'on peut développer en atelier ou en sprint de design. Et ensuite, on va converger dans la sélection des composantes qui vont constituer cette solution que l'on va proposer à nos clients et aux usagers finaux, pour pouvoir la prototyper, la tester. Donc, quels sont les éléments que l'on veut tester? Quels sont les protocoles de test que l'on va mettre en place pour pouvoir, derrière, itérer et avancer dans une logique d'amélioration continue pour ce projet. Si on prend un exemple, l'attente 2 secondes de chez Decathlon, la partie de compréhension, ça a été déjà de comprendre l'écosystème dans lequel se trouve Decathlon et l'attente. Quels sont les concurrents, quels sont les fournisseurs avec qui on travaille déjà,
qu'est-ce qu'une tente, qu'est-ce qu'on y fait, et ensuite pouvoir aller faire la recherche utilisateur sur le terrain. Donc les équipes sont parties camper au pied des Alpes avec des utilisateurs, et là, un utilisateur un peu moins habile que les autres dit « je rêve d'une tente qui se monte toute seule quand on la jette en l'air ». Et ben, ça a été le parti pris qui a été adopté par le chef de produit. On aurait pu se dire que c'est une idée folle, mais pourquoi pas. Donc, à partir de la phase d'idéation, là, dans le brainstorm, c'est plutôt une solution de mash-up qui a été envisagée, c'est-à-dire on prend une solution qui existe dans un autre domaine, le réflecteur de la photographie, et on l'intègre dans un domaine où il n'est pas encore, celui de la tente et du camping. Et donc ensuite, ça a été des boucles itératives sur 18 mois avant de donner au prototype référent. Donc il y a eu en effet des tests en souris, des tests utilisateurs. Au bout de 18 mois, le prototype référent a été vendu dans 2 boutiques, enfin dans 2 magasins Decathlon, et ensuite ça a été le succès que vous connaissez, le déploiement qui a suivi. Donc, on en revient aux 3 fondamentaux du design thinking. Donc, la première partie du processus vient d'être expliquée. Ensuite, on parle d'équipe disciplinaire. C'est assez facile de se rendre compte, pas forcément de mettre en place, mais de se rendre compte qu'on travaille dans une équipe mixte avec des hommes et des femmes, des personnes plus expérimentées, moins expérimentées, et différents métiers, ne serait-ce qu'en regardant les CV et les cartes de visite. Cependant, c'est pas toujours suffisant. Dans le livre Faces of Innovation de Tom et David Kelley, on parle de 10 caractères différents qui doivent être présents au sein de l'équipe, et donc là, on a besoin de connaître les gens avec qui on travaille. Si on explique rapidement qui sont ces 10 caractères, la première personne, c'est l'anthropologue. Pas l'anthropologue au sens de métier, mais la personne qui est vraiment désireuse de comprendre l'humain, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pour qui est-ce qu'on fait les choses, et qui sont les gens auxquels on s'adresse. Ensuite, il y a l'expérimentateur, donc celui qui va permettre de rendre tangibles les idées, justement, de passer du dessin EIN au dessin IN, et qui va tout de suite pouvoir matérialiser les idées. Le pollinisateur va permettre de faire en sorte que les différentes disciplines présentes au sein de l'équipe puissent se comprendre. Comment est-ce que c'est une personne qui va maîtriser un petit peu tous les domaines, ou en tout cas qui va savoir déceler le second sens des mots, ou pouvoir oser poser les questions que tout le monde ne pose pas forcément, de peur d'avoir l'air idiot. Bah, cette personne-là n'a pas peur et le fera pour que l'équipe puisse avancer. Le sauteur de haie est la personne qui perçoit les obstacles comme autant de contraintes bénéfiques pour le projet et comme des avantages. Le collaborateur fera en sorte de développer l'esprit d'équipe, alors que le directeur aura plutôt une attitude de leader et voudra mener le projet toujours plus loin, toujours plus haut, en embarquant l'équipe avec lui, bien évidemment. Le concepteur d'expérience, c'est un peu tout ce qui va autour de l'offre. Qu'est-ce qui va accompagner l'offre en elle-même pour la rendre encore plus désirable. Le scénographe est celui qui va faciliter le fait d'avoir une équipe, un espace de travail agréable, et on va y revenir juste après sur l'espace magique pour travailler en atelier ou en sprint. Le caregiver est celui qui va permettre aux gens d'être concentrés sur le sujet. C'est-à-dire que si vous avez une réunion un matin à 9h, peut-être que le fait d'avoir de l'eau, du café et des croissants fera que vous serez tous concentrés sur le sujet plutôt que sur vos estomacs. Et ça compte aussi dans l'efficacité des équipes et dans le travail sur le projet. Et le storyteller est celui qui pourra diffuser le projet aussi bien au sein de l'équipe qu'à l'externe en exprimant tout ce qui a été fait et en racontant la solution que vous avez conçue. L'environnement de travail flexible, donc moi je suis architecte de formation et je pensais que c'était juste du vent. Pour avoir expérimenté ce genre d'espace et l'expériment quotidien aussi dans l'espace de travail où nous sommes, je vous assure que ça change réellement les choses. Le fait de travailler sur une table haute, par exemple, permet qu'on soit debout ou sur des tabourets, de se tenir généralement plus droit, et donc d'avoir plus d'oxygène qui arrive au cerveau et d'être concentré plus longtemps ou plus intensément. Ça s'est vérifié. Après une journée d'atelier, je pense que les gens sont beaucoup plus fatigués qu'après une journée devant leur ordinateur à leur bureau. Donc c'est par exemple une des choses qui
qui nous permettent de vérifier ces choses-là. Le fait d'avoir des panneaux mobiles autour de nous, c'est un peu un cerveau externe. Ça permet d'avoir un flux de réflexion qui est continu, de pas revenir en arrière, de pouvoir se référer à tout ce qui a été dit et pas garder ça dans un coin de notre tête et toujours avancer plus vite et plus loin sur le projet. Donc voilà, et maintenant, si on passe à la dernière section qui sont les règles d'or et un peu se dire de quelle manière est-ce qu'on va travailler ensemble sur un sujet. Déjà, la première chose, c'est de défier le jugement des autres. Quand on constitue une équipe et quand on travaille avec nos clients en collaboration, nous n'avons pas le même métier et tous les gens qui sont autour de la table ont une expertise qui est importante pour avancer sur la problématique sur laquelle nous travaillons. Donc surtout, il faut écouter ce que disent les autres. Ils sont pas là pour ralentir le projet. Ils ont un point de vue qui est celui de leur expertise et ça permet d'avancer plus vite. Donc si ce qui est dit n'est pas compris, c'est pas forcément que ce qui a été dit est complètement stupide. C'est peut-être que on n'en a pas perçu l'intérêt pour le projet et plutôt que d'être dans le jugement et de dire que l'autre personne est stupide, allons demander pourquoi est-ce que les choses ont été dites et pour que chacun comprenne en quoi c'est bénéfique pour le projet. Nous sommes dans une démarche où on travaille vraiment pour le projet avant tout, pour l'usager avant tout et pas forcément pour l'ego de chacun autour de la table. Du coup, ça, le fait de déporter le jugement à un autre moment permet d'encourager les idées folles. Je pense que même aujourd'hui, en 2017, on se dit que concevoir une tente qui se monte en vol quand on la jette en l'air, c'est complètement fou. Pourtant, ça existe déjà. Donc, si même ce qui existe nous paraît fou, n'hésitons pas à avoir des idées folles sur ce qui n'existe pas encore. Ça élèvera le challenge, ça permettra de porter l'ambition plus loin. Et ça n'empêche pas ensuite de revenir sur des choses plus terre à terre avec l'identification des plus petits pas franchissables. Se tromper tôt et souvent, nous travaillons avec des sprints, nous travaillons sur des temps courts parce que il vaut mieux investir 3 jours et se rendre compte au bout de 3 jours qu'on s'est trompé que continuer sur une temporalité plus longue en se disant que si c'est la bonne idée parce qu'on est amoureux de cette idée-là et c'est un peu dommage et c'en est le risque. Plutôt donc au bout de 3 jours, se dire ok, c'était pas la bonne direction, on sait pourquoi, parce que les feedbacks nous ont dit que il faut qu'on avance sur tel point et tel point, et donc on va pouvoir itérer et avancer dans le projet, en tout cas sur des solutions qui sont plus pertinentes pour l'usager suite au retour que nous avons pu avoir. Des idées à partir de celles des autres. Donc nous travaillons en équipe pluridisciplinaire et il est important de s'appuyer sur ce que les autres on dit pour pouvoir l'intégrer dans la solution et aller encore plus loin sur en apportant vous-même la brique de votre compétence sur le projet. Être visuel, donc on parlait tout à l'heure de tableaux verticaux, on travaille bien évidemment avec des post-it, avec des feutres, avec des prototypes divers et variés. Le fait d'être visuel permet d'aller plus vite dans les modes de réflexion et pouvoir se reporter aux choses. Ça permet aussi parfois de réinterpréter et c'est pas plus mal parfois de pas se comprendre trop bien, trop vite. Et donc c'est pour ça que nous travaillons avec des post-it sur lesquels il y a un dessin ou un mot-clé avant d'être dans la représentation au moment du prototype et où là on a vraiment un support qui est le même pour toute l'équipe de projet et qui pourra être diffusé en externe aux potentiels testeurs et ou clients. Rester centré sur l'usager, notre métier de designer n'est pas de concevoir pour nous, mais de concevoir pour l'usager. Ce n'est pas parce qu'on pense que quelque chose est bon pour quelqu'un ou que nous, on agirait de telle manière que c'est le cas pour la personne à qui vous vous adressez. Quand vous pensez... quand vous travaillez pour un métier qui n'est pas le vôtre, allez voir comment fonctionne ce métier et vous dites pas, moi, appliqué à mon cadre, ça donnerait ça comme solution. Non, on est vraiment centré sur l'usager et pas sur la projection de nos propres désirs et de nos propres ambitions. Rester concentré sur le sujet, c'est aussi, grâce au caregiver, c'est se dire que quand on est en atelier, quand on est en réunion, nous travaillons sur le projet et on n'est pas en train de réfléchir à ce qui se passe dans 10 minutes, à ce qui se passe ce soir. Ça se passera à un autre moment. Une seule conversation à la fois pour bénéficier de toutes les expertises des personnes qui sont autour de la table
Et enfin, rechercher la quantité, parce que plus on a d'idées, plus on a de choix. Donc, maintenant, si vous avez des questions, nous aurons sûrement des réponses. Et donc, je sais pas, Jean-Marc, est-ce que le micro... Est-ce que chacun peut parler? Est-ce Non, que non, c'est donc le là, chat? le principe, c'est parce qu'en plus, il y a pas mal de monde, hein, donc on va vous laisser sans possibilité de vous exprimer vocalement directement. Et par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat hein, pour nous transmettre vos questions. On reprend vos questions et on y répond. Donc voilà. Donc en tout cas, merci pour Annabelle d'avoir tenu les 15 minutes, hein, c'était très fort. Et merci pour les autres d'avoir attendu malgré que le micro soit fermé. C'est à vous. Alors, je vois que ça commence à écrire. Alors, sur la priorisation des besoins des parties prenantes et sur les cycles de décision. Alors, on attend la question. Quand, comment, qui? Alors, en fait, ça dépend un petit peu de la façon dont le projet a avancé, hein, puisqu'en général, on rencontre quand même des personnes qui ont déjà démarré. Alors, on a une proposition, on a différentes propositions. On a une proposition, par exemple, qui est ce qu'on appelle le sprint 360, hein, qui est une action où l'ensemble des experts, hein, une équipe d'experts de Digixit, en général, c'est 6 experts, hein, qui ensemble vont intervenir sur un sprint de 5 jours, hein, de manière à démarrer sur une page blanche, hein, et à l'issue de ces 5 jours, on va sortir un certain nombre de préconisations opérationnelles. Donc nous, on est dans la stratégie opérationnelle avec un plan d'attaque en disant voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'y aller de cette manière. Après, vous le faites avec nous ou sans nous, mais voilà comment on avance. Hein. Alors le comment, c'est extrêmement impliqué dans le design thinking, c'est-à-dire qu'on a toute une animation qui permet de collaborer avec le client de façon très étroite, et puis on mouille la chemise, hein, c'est-à-dire qu'à la sortie de ces 5 jours, c'est sûr qu'on a passé un moment intense ensemble, mais on a quelque chose qui tient la route. Et puis au niveau des interlocuteurs, si je comprends bien le qui, c'est les interlocuteurs avec qui on travaille, c'est de façon très très différente en fonction des structures. Hein. Soit on va travailler avec des PME, des ETI, hein, et en général, on peut travailler soit avec le COMEX hein, ou avec un département, avec un certain nombre d'opérationnels. Si on est sur des plus grosses structures, hein, on va travailler, par exemple, on a une grosse banque qui vient de nous demander de travailler dans un format encore un peu différent, ce qu'ils appellent une war room, donc une salle de guerre. Et où pendant 2 jours, on va s'immerger totalement. Et puis les 5 ou 6 experts de Digixit avec l'équipe qui a été nommée pour cette opération et avec 5 ou 6 directeurs de cette grande banque vont pendant 2 jours couvrir à 360 degrés l'ensemble des sujets que l'on peut aborder dans le digital et se poser la question, d'une part répondre aux questions qui peuvent être posées de façon précise, et puis d'autre part, on va, je dirais quelque part, un peu comme vous allez voir un médecin, on va refaire un check total de manière à s'assurer que y a bien une approche en parallèle sur l'ensemble des disciplines que l'on rassemble. Du coup, sur la mobilisation des équipes, avant d'arriver, on les connaît pas, donc c'est plutôt nos interlocuteurs qui définissent l'équipe avec laquelle on va travailler, l'équipe interne avec laquelle on va travailler pour la partie priorisation des besoins sur le projet. Là, dans le cadre du sprint, on va prioriser les besoins des usagers finaux en premier, mais on est dans une démarche systémique, donc on va essayer de générer le plus de situations gagnant-gagnant, puisque c'est ça aussi qui va être moteur pour un projet. Si les gens trouvent que les changements qui sont demandés sont trop lourds, le projet ne prendra jamais. Donc identifier les plus petits pas franchissables qui sont moteurs et qui sont motivants pour les différentes parties prenantes. Et sur les cycles de décision, nous, on travaille sur des temps très courts, sur des parties là, récemment, de projets d'établissement. On est sur des premières actions qui sont faites la semaine suivante pour pouvoir
avancer au fur et à mesure. Voilà, le message que je passerai, c'est que, en fait, là, il y a pas mal de projets qui parfois ont tendance à s'essouffler. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est que d'une part, ça se fait en collaboration avec les collaborateurs de l'entreprise, hein, d'où l'importance du design thinking. Hein, et d'autre part, on veut vraiment faire des quick wins, c'est-à-dire être capable d'avoir des réussites, hein, sur des espaces-temps très très courts, de manière à encourager les personnes qui sont rentrées dans cette aventure. Voilà, donc c'est un point essentiel. Donc on est capable de monter comme ça des opérations sur des espaces-temps très courts. Hein. Et alors une fois de plus, les interlocuteurs, ils peuvent être très différents en fonction des projets. Mais si vous avez des questions un petit peu plus en détail, on peut voir ça au téléphone. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait ou se rencontrer, bien évidemment. Hein. Ok, donc est-ce que il y a d'autres questions autour de design thinking, autour de la démarche de la transformation digitale? On peut répondre aussi à des difficultés ou des différentes interrogations. On est là pour aider le maximum de monde et surtout de partager, parce que l'idée c'est de partager autour de ce sujet qui est loin d'être simple. Bon, donc ça veut dire qu'on a eu une présentation qui a été pertinente, et ça c'est toujours une bonne chose. Écoutez, donc le rappel, hein, c'est donc l'idée c'était de ce webinaire, c'était donc de vous je vois qu'il y a Geoffrey qui a peut-être une question à nous poser. Faut pas hésiter, hein, c'est un format très ouvert et toute question est la bienvenue selon le principe du design thinking. Exactement. Voilà. Très bien, en tout cas Geoffrey, merci pour le fait de dire que c'était clair. Donc, pour terminer, hein, le design thinking, c'est un élément du puzzle extrêmement important pour avancer dans la transformation digitale, parce que ça permet d'être ensemble, de produire sur des espaces-temps très courts des choses qui sont vraiment dans l'innovation. Hein, donc, et ça, c'est une des dimensions de la transformation digitale. Hein. Et alors. Ah bah c'est possible. Il n'est pas trop tard, Geoffrey. Alors. Par exemple. Donc on va juste reprendre la question de Geoffrey, c'est de dire, je pense que ça aurait mérité un exemple concret sur un projet type un peu plus digital. Hein. Ok, donc sur un projet de SI auprès d'un groupe. Alors, lequel après d'un groupe d'aéronautique, ce qu'on a fait sur un peu moins de 5 jours, c'était de se dire que déjà réunir l'équipe SI du client pour pouvoir identifier, enfin pour que eux puissent identifier quel est leur métier et à qui est-ce qu'ils s'adressent. Donc, leurs clients étaient des clients internes, pouvoir identifier tous ensemble que ils s'adressent à des gens qui sont pas spécialistes, qui sont en fonction support, que ils délivrent des services différents en fonction des métiers auxquels ils s'adressent. Et donc ça a été un premier atelier sur la phase de compréhension d'une demi-journée, c'est-à-dire quelles sont les parties prenantes, qu'est-ce qu'on met derrière le mot SI, quelles sont les différentes activités de chacun au sein de l'équipe. Ça, c'était la première demi-journée où au début, les gens se sont dit bon, c'est sympa, mais on est déjà au courant de tout. Mais quand on est passé à la partie de recherche utilisateur juste après, on a eu des interviews téléphoniques, on a eu des interviews en direct, et là, on a identifié le parcours d'un des services, d'un des employés d'un des services de la société sur tout ce qui est comment est-ce qu'on s'identifie au sein du groupe. Donc ça passe par le badge, par le mot de passe de l'ordinateur, par le mot de passe de la boîte mail, par le mot de passe aussi de la boîte perso, parce que quelque part on va aussi consulter ses propres mails quand on est au bureau, etc., etc. Quand on a défini le parcours actuel, on s'est rendu compte qu'il y avait deux parties de l'iceberg, la visible et l'invisible, et que c'était peut-être sur la partie invisible qu'il fallait travailler. Et on a identifié au fur et à mesure tous les différents leviers qu'il y avait sur ce sujet-là. On n'a pas eu le temps de finir, donc on a proposé aux personnes qui étaient dans le groupe de venir
participer à un atelier de plus. Et ceux qui n'étaient pas là au moment de cette décision ont finalement été très déçus de pas être impliqués dans la boucle, alors que après le premier atelier, ils pensaient simplement travailler sur ce qu'ils savaient déjà, et là on identifiait des choses dont ils n'avaient pas conscience, malgré le fait que ça flottait un peu au-dessus d'eux depuis plusieurs semaines, mois, voire plus. Et à partir de tous ces leviers, on a pu définir ensemble déjà quelles étaient les priorités, aussi bien dans la stratégie et prendre un peu de hauteur, que dans les éléments très concrets à mettre en place tout de suite. Les solutions qui ont été proposées, qui ont été définies avec eux, ça s'est encore passé sur le parcours utilisateur et se dire qu'à chacune des étapes, ils pouvaient avoir des solutions qui permettaient de fluidifier l'expérience utilisateur des différents métiers de leur société. Et le dernier jour, on a travaillé sur le plan d'action, donc sur le prototype qui a été un storyboard, puis le plan d'action qui a été de se dire, maintenant qu'on sait vers où on veut aller, quelles échéances on se donne, qui est-ce qu'il faut impliquer, quels sont les tests que l'on peut faire, les premiers pas franchissables, sachant qu'un des premiers pas était simplement d'organiser des petits événements à l'intérieur du groupe, et ça passait par envoyer un mail et voir quelle était la réactivité des gens sur ces sujets-là. Donc c'est un premier pas. Et derrière, c'est au client de mettre en œuvre les choses s'il pense capable avec son service informatique de le faire, et où on peut derrière les accompagner sur la mise en œuvre d'une première solution et de la suite du plan d'action. Donc en 2 à 5 jours, on arrive à définir un plan d'action stratégique, la mise en place de premières solutions très concrètes pour engager le changement, et parfois des projets d'établissement complets sur les 5 années à suivre. Voilà, donc là, on est typiquement sur une opération où on nous demande d'intervenir dans un domaine particulier, puisque on peut soit être dans un mode plus général, qui est l'approche de la transformation digitale dans sa globalité, soit on peut aussi évidemment intervenir sur des points qui surprend toujours un petit peu, parce qu'au bout du compte, ça nous sert toujours un peu d'alibi, mais très clairement, en général, on ressort de ce type d'aventure avec un esprit totalement chamboulé, totalement différent, et avec des sujets qui sont en tout cas très pertinents pour le client, quoi. Donc ça leur donne envie d'y aller, etc. Puis c'est sur mesure avec le client. Là, en ce moment, on travaille sur la transformation digitale d'un groupe d'agroalimentaire. Là, on organise des sprints métier par métier pour comprendre exactement les besoins de chacun, et être vraiment dans comment est-ce que on collecte et on traite la donnée pour que derrière elle soit utilisée au mieux possible, et qu'elle facilite le travail de chacun. Voilà. Donc effectivement, donc si je reprends ce que dit Geoffrey, c'est alors attendez, là ça commence un petit peu à. Alors il y a d'une part Geoffrey qui effectivement nous parle du fait que il découvre qu'on peut utiliser le design thinking au-delà de l'UX, Ouais. et que ça peut être intéressant pour l'optimisation des performances de l'entreprise. On a ensuite, pouvez-vous nous donner le retour d'expérience sur des réactions de direction lorsqu'on découvre qu'on a fait une erreur sur la définition des besoins? Alors ça c'est une bonne question. La première, c'est d'ailleurs, Annabelle en parlait tout à l'heure, c'est que quand on démarre, c'est clair que c'est pas simple, parce qu'on se retrouve soit sur des gens qui n'ont qu'une inquiétude, c'est qu'on vient de remettre en cause des certitudes, en tout cas des choses qu'ils affirment depuis un certain temps, et donc il va falloir passer à une étape où tout d'un coup on est en collaboration, ensemble on a envie d'aller quelque part, et surtout qu'on lève un petit peu ses angoisses, parce que quelque part on cherche pas à juger, on est là vraiment pour confronter nos expertises, les partager et ensemble arriver à faire que 1 + 1 = 3, quoi. Qu'on arrive à une vraie quelque chose de vraiment riche. Moi, ça m'est arrivé avec une direction, pas sur un sujet digital, ça m'est arrivé avec un de mes clients qui était un espace de coworking. On travaillait sur la problématique qu'on avait définie ensemble, qui était comment faire vivre la communauté de cet espace de coworking. Sur la partie de compréhension, dans la définition de communauté, on est allé même jusqu'à dire qu'une communauté pouvait être une secte, aussi bien qu'une famille. Donc ça pouvait être extrême et un peu fou dans les idées qui
qui était avancé. Par contre, dès la partie de recherche utilisateur, donc dès l'après-midi même, on s'est rendu compte que les usagers de ce lieu ne pensaient pas qu'il y avait de communauté, mais juste ils étaient bénéficiaires d'un service fourni par un espace. Et du coup, dès la redéfinition du parti pris, on est allé dire aux clients, en fait, on va pas faire vivre une communauté, on va créer une communauté. Donc cette idée, cette douce idée du fait que cette communauté existe n'est pas là. Donc, on va vous proposer des solutions pour faire exister cette communauté. C'est passé par le fait d'avoir un trombinoscope, par le fait d'avoir une plateforme. Alors oui, une plateforme digitale sur comment est-ce qu'on partage les choses les uns avec les autres, comment est-ce qu'on s'inscrit aux différents ateliers, etc., etc. Sur les 3 solutions qui ont été prototypées. Il y en a 2 qui ont été mises en place, et sur les idées qui ont été écartées, il y en a une dizaine qui ont été mises en place parce qu'elles étaient clairement plus faciles à développer, et c'est aussi pour ça qu'elles n'ont pas forcément été prototypées. Donc oui, on peut dire en une journée ou 2 aux clients que la problématique et le besoin n'est pas exactement celui qui a été identifié. Alors, juste pour la question suivante sur l'IT bimodal. Alors, juste, ce qui est important, c'est bien de rappeler que dans la transformation digitale, quelque part, souvent, l'IT n'est pas un objectif. Il est un moyen d'atteindre des objectifs business. Donc ça, j'insiste beaucoup parce qu'on a souvent tendance à faire un petit peu cette erreur. Maintenant, je vais quand même répondre à l'IT bimodal puisque c'est un sujet que je connais bien. Donc derrière l'IT bimodal, je traduis pour peut-être et juste pour être sûr de ne pas être au mauvais endroit, c'est l'idée de travailler à 2 vitesses sur l'IT de manière à être capable de faire de l'innovation sur avec des products, ce qu'on appelle des MVP, des minimum value products, ou avec des POC, donc des proof of concept, qui sont donc l'idée qu'on retrouve dans l'agilité, qui est de faire des choses très rapidement, qu'on est capable de tester avec des utilisateurs. Alors le design thinking, au passage d'ailleurs, peut aussi être utilisé dans ce cadre-là, parce que c'est clairement un endroit où il est pertinent. Alors, la seule chose qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il commence à y avoir un retour d'expérience par rapport à cette notion à 2 temps, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, c'est surtout des grands comptes qui ont pas mal avancé, puisque ça fait 3-4 ans qu'ils sont là-dessus, où il y a une certaine réserve quant aux résultats de tout ça, parce que soit ils se retrouvent avec des solutions pertinentes, en tout cas vu de l'utilisateur, et ils ont envie de les mettre en œuvre très rapidement, et au bout du compte, ils sont malgré tout obligés de repasser par un cycle de développement via l'entreprise, parce que pour des raisons de sécurité, quand on est par exemple dans le monde bancaire, je pense à une grande banque, un responsable digital d'une grande banque qui a témoigné là-dessus, et qui m'expliquait que c'est très bien, mais si après il faut 1 an et demi ou 2 ans pour mettre en œuvre cette belle idée, dans le fond, on remet un peu les compteurs à zéro et on n'a pas nécessairement atteint l'objectif qu'on voulait atteindre. Maintenant, pour des structures moins importantes, c'est vrai que c'est un sujet qui est pertinent et qu'il faut alors attendez que je m'assure que bien répondre. Voilà, d'accord. Donc, il faut gérer 2 aspects du temps différents. Donc, effectivement, et pour moi, juste pour terminer, c'est que l'IT bimodal, je pense que c'est probablement des équipes complètement à part pour se permettre d'avancer sur le sujet. Et je vais être obligé de continuer pour répondre aux questions. Alors, du coup, moi, je peux continuer voilà. sur la question de Karima, entre le moment où ça va pas. Moi, initialement, j'ai une formation d'architecte de bâtiment, pas d'architecte IT, et donc ce sont des projets qui restent généralement un peu plus longtemps que les projets digitaux, puisque certains bâtiments sont là depuis quelques siècles maintenant. Nous, on n'a pas le droit de se tromper. Les enjeux pour la ville, pour le client, etc., sont trop grands, et donc en effet, on avance par itération, et on avance par itération dans le sens où on propose une première esquisse. La première esquisse, il y a plusieurs choix. On va dans une direction, on adapte au fur et à mesure. Je travaille sur des projets de centres commerciaux qui se développent en 4 ans dans le meilleur des cas, en 15 ans dans certains cas. Oui, les habitudes changent, les
les besoins des clients, des marques changent et on s'adapte à chaque fois. Et on s'est déjà retrouvé à faire des permis de construire modificatifs qui apportent des modifications majeures dans le projet. Et donc, on a le droit de se tromper et de rectifier le tir. On sait juste qu'on a toujours fait le meilleur pour le projet avec le budget et les moyens qui nous étaient donnés, les moyens techniques qui nous étaient donnés à un temps T, pour un résultat qui est le meilleur possible pour la personne qui viendra mener dans le centre commercial. Donc on est sur des cycles courts et voilà. Donc j'entends, voilà. En tout cas, je voyais là on reprenait un petit peu de précision sur l'IT bimodal. Donc effectivement, c'est un peu le même sujet. Hein, c'est l'idée en tout cas de travailler sur un héritage du SI d'un côté et qui est dans la stabilité, la continuité, et puis la transformation digitale qui est en parallèle. Mais c'est pas loin de ce que j'ai évoqué. Hein, c'est-à-dire que je pense que le SI, de toute manière, doit basculer dans un monde différent pour plein de raisons qu'on connaît quand même tous. Hein. Il y a de plus en plus d'externalisation avec le cloud, un certain nombre de fonctions. Et de toute manière, le monde du SI au sein de l'entreprise doit se rapprocher des métiers. Et donc, à partir de là, on se retrouve à devoir, quelque part, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir une première phase qui est inévitablement en parallèle, hein, donc d'où le bimodal, où on a quand même le SI qui va avoir un temps de transformation qui ne peut pas être immédiat, bien entendu, et puis on a des explorateurs qui vont avancer, faire des résultats, des quick wins, comme on l'exprimait tout à l'heure. Par exemple, dans le monde de la banque, ils montent des agences, hein, ils montent une agence complète, il y en a une dans le 7e qui est totalement expérimentale avec des vrais clients, et puis on va mettre en place, je sais pas, alors ils ont totale autonomie sur les applications à mettre à disposition, etc. Donc là, on se retrouve avec des équipes de développement rapide, en mode agile, qui sont capables de produire des choses dans un espace de test à échelle réelle. Et puis, on a tout doucement un SI qui va s'intéresser à récupérer les réussites, hein, de manière aussi bien, et on l'oublie souvent, c'est pas simplement des réussites en termes d'application, mais c'est surtout en termes de méthodo, c'est-à-dire s'apercevoir que on a été capable de faire une application. Alors je sais pas, moi j'ai entendu il y a pas très longtemps Decathlon, je crois, qui a lancé une application pour ses commerciaux, et qui a pu être mis en œuvre entre le moment où la décision a été prise et la mise à disposition sur les mobiles. Ça a pris 3 mois parce qu'on est passé par des solutions, je crois, d'Oracle, avec le cloud d'Oracle. On a adapté certaines applications mobiles d'Oracle pour être capable de produire quelque chose de très rapide. Voilà, donc tout ça, c'est une culture qui évolue et qui doit au départ démarrer en parallèle, mais surtout, ce qui est très important, c'est un jour de se dire il faut que tout ça se fusionne de manière à ce que tout le monde en profite. Juste pour finir, parce qu'on est en train de dépasser un peu sur l'horaire, et avant que tu conclues, Jean-Marc, pour répondre à Alexandra, la différence entre le design thinking et l'atelier collaboratif, moi, il y a différents enjeux avec les clients qu'on a qui viennent, qui sont demandeurs du design thinking. Oui, on travaille de manière collaborative et oui, la demande porte souvent sur le fait de pouvoir travailler de manière pluridisciplinaire, de pouvoir s'écouter les uns les autres. C'est un seul des volets que l'on met en avant. Les autres avantages du design thinking, c'est souvent, enfin, en tout cas les demandes, mais c'est comme ça qu'on travaille, être centré sur l'usager final. Ça, c'est la base pour nous. Et c'est pas dans la démarche de tout le monde. Prototyper rapidement. On peut travailler sur des ateliers collaboratifs et rester dans le monde du concept. Et derrière, c'est super, tout va fonctionner, mais quand on se retrouve à devoir le mettre en œuvre, ça marche pas toujours. Et donc travailler de manière collaborative, rester centré sur l'usager, générer des prototypes. Parfois, c'est être plus créatif, mais franchement, tout le monde est créatif et ça, c'est pas trop. Ça passe par là, mais c'est pas ça qu'on va faire évoluer et qu'on va développer le plus chez les gens. Mais voilà, les 3 points clés, c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà. Et puis après, je rappelle que c'est mener la transformation digitale. C'est être capable de se déplacer avec plusieurs disciplines en même temps. Et ça, c'est par un premier point. C'est là où Digixit a, je pense, a toute sa pertinence. Hein, et on est à votre disposition pour en parler. Et puis, de l'autre côté, j'insiste aussi toujours sur l'aspect qu'on retrouve au-delà du design thinking. C'est le fait que
La transformation digitale ne peut réussir que avec une forte implication des collaborateurs de l'entreprise. Ça, on insiste beaucoup. Il y a eu des échecs retentissants, entre autres aux États-Unis, sur des grandes structures. Et voilà. Bon, du coup, pour pas laisser Alexandra sur sa faim. Et après, ce sera la dernière question qu'on va prendre. Oui, on fait des ateliers collaboratifs en suivant le processus du design thinking. Le processus du design thinking est aussi pour nous un mode de gestion de projet. Donc derrière, on accompagne les projets lors d'un atelier de design thinking mené en équipe pluridisciplinaire et donc collaboratif. On arrive à un certain résultat parce qu'on n'a que 2 jours ou que 5 jours et on accepte les biais que cela implique, c'est-à-dire qu'on aura peut-être besoin de passer plus de temps sur la recherche utilisateur, de faire plus de tests, de générer de nouvelles idées. Et donc, derrière, on redéploie un peu la méthodologie sur des temps plus longs. Donc, on travaille à la fois en sprint et en atelier et à la fois en gestion de projet par la suite. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour parler de ces différents sujets. J'espère que ça vous aura apporté. Et donc, de toute manière, nous avons donc le prochain événement de Digixit aura lieu le 6 novembre. Alors là, ça sera c'est J'ai mal à mon digital, grave docteur. Hein. Donc c'est un nouveau format qu'on souhaite tester, ça se passe donc à l'Open Mind Café. C'est pendant 2 heures. Il y a 5 experts de Digixit qui sont à votre disposition et qui sont capables de répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez vous y inscrire. Vous pouvez passer soit via LinkedIn ou sur le site Eventbrite, EVENTBRITE. Si vous avez un doute, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Et l'idée là, c'est vraiment de rentrer dans quelque chose de très opérationnel, vous apporter des vraies réponses. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci.